Si vous avez déjà réservé tous les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, ainsi de suite, avoir la bonne URL à l'intérieur, ça va déjà prendre de la place sur le moteur de recherche. Et donc si vous avez des avis négatifs, etc., tout dépendra le domaine d'activité, c'est intéressant de les avoir. Ensuite, vous pourrez toujours les travailler plus tard, mais dans un premier temps, déjà, réservez-les. Tu les travailles pas, c'est juste... tu les gardes. Juste, tu les verrouilles, quoi, c'est ça. Tu les verrouilles et ensuite tu peux les utiliser à partir du moment où tu as du temps. Après, tout dépend des objectifs. C'est le problème, quoi. C'est le temps. Tout à fait, Stéphane. De vouloir essayer de me contredire. Généralement, ce qu'on voit, c'est que les gens investissent pas seulement sur le référencement, mais sur d'autres leviers comme les réseaux sociaux pour amener du trafic et aussi des campagnes AdWords. Mais pour moi, c'est vraiment essentiel parce que c'est un levier qui permet de pérenniser son business. Dès lors qu'on va être visible sur Google, on va être capable de pouvoir ramener des visiteurs régulièrement, tous les jours, toutes les semaines, et donc d'avoir un chiffre d'affaires constant et d'avoir une sécurité pour son développement. Ouais. T'es d'accord avec moi? C'est le problème en fait. Non, mais en fait la question elle est ultra pertinente. La réalité c'est que les résultats en SEO ils sont dans le temps. Et donc la première des réponses déjà c'est que s'il y a vraiment un premier levier à travailler, c'est le SEO, parce que les résultats ils viendront de domaine. Donc plus tôt on les commence, plus tôt on aura des résultats. Maintenant il est vrai qu'en fonction de la typologie de la SERP, on va retrouver un certain nombre de gros acteurs, et la question c'est vraiment quels sont mes avantages concurrentiels. Et du coup, quel canal d'acquisition je vais pouvoir travailler en fonction de ces avantages concurrentiels. Si effectivement je suis un généraliste et que je vais me battre aussi au même titre que d'autres généralistes comme du La Redoute, de l'Amazon ou autre, même si on parle d'un secteur en particulier, je vais avoir assez peu de chances finalement en SEO sur les grosses requêtes généralistes de pouvoir se positionner. Si on est effectivement un acteur spécifique sur un secteur particulier, qui est du Amazon ou qui est du Cdiscount ou du Leroy Merlin, ça n'empêche pas de venir se positionner à terme, mais on sait très bien que le SEO, ça reste le canal le plus rentable à terme, donc c'est évident qu'en e-commerce, même si on est sur un secteur concurrentiel, il va falloir le travailler. Reste à voir après, évidemment, un, la niche ou pas, et deux, les avantages concurrentiels que procure la boutique. La réalité, pour continuer là-dessus, c'est que le SEA, l'AdWords, c'est pas une méthode miracle. Si vous avez de la concurrence en SEO, vous avez sans doute une énorme concurrence en SEA qui va faire monter le coût par clic si on est au CPC, parce que les gens qui font du CPC là-dessus ont des taux de conversion énormes que vous, en tant que petit commerçant peut-être, vous n'allez pas pouvoir atteindre. Donc il n'y a pas de formule magique. Le SEA peut aussi être un gouffre financier. Le SEO aussi, la réalité c'est que 1, il faut tester, et que 2, en SEO, il faut commencer au plus tôt pour avoir les résultats le plus vite. Après, juste pour nous contredire, on va dire, sur certains points, il existe certains e-commerce qui prennent le contre-pied de toutes ces stratégies et qui optent pour des stratégies purement sociales. Donc ils vont dire, bah ok, moi je vais pas faire la guerre à Amazon ou autre parce qu'ils rentrent devant moi. Sur Google, ok, ça prend trop de temps et je vais être dépendant par rapport à eux. Ce que je vais faire, c'est que je vais développer une stratégie communautaire. C'est-à-dire que je vais plus travailler ma visibilité peut-être sur des mots-clés qui sont annexes, développer un blog, faire des partenariats avec des blogueurs, intégrer des communautés locales ou autres, et ils vont être capables de générer du chiffre d'affaires juste parce qu'ils vont avoir une stratégie beaucoup plus adaptée par rapport au profil de client. Et ça, c'est des choses qu'on voit. Moi, j'ai certains contacts des petits e-commerce, et ils ont une proximité telle qu'ils collaborent avec leurs clients. Donc l'idée, c'est qu'ils échangent régulièrement avec Snapchat et que la frontière entre e-commerce et communauté s'aplanit d'une certaine manière et qui permet de développer un chiffre d'affaires de manière régulière et d'avoir fidélisé une base de consommateurs au sein de leur boutique. Et du coup, ils sont moins dépendants de leviers comme le référencement ou autre. Après, je pense que quand on a de l'ambition par rapport à son e-commerce, le référencement est inéluctable. Ouais, juste un petit mot quand même par rapport au social, par rapport au communautaire et par rapport à la vente. Ça rejoint un petit peu la question du blog. En fait, tout ça c'est chronophage, et en réalité, il y a quand même très peu de boîtes, d'après mon expérience personnelle, qui ont vraiment l'ADN social. Et la réalité, c'est que, alors c'est peut-être parce que je suis un spécialiste SEO que je pense ça, mais c'est que pour moi, il est beaucoup plus compliqué de développer un ADN social et arriver à développer une vraie communauté qui va derrière être en capacité d'acheter mes produits, plutôt que le développer au fil de l'eau en SEO performant, parce que 1, là-dessus on va être accompagné, et que 2, même si c'est en soi un combat de tous les jours, c'est pas parce qu'on lève le pied 2 ou 3 semaines sur le SEO que tout va se casser la gueule.
C'est assez différent quand on a une stratégie sociale. Donc oui, c'est vrai, tu as raison. Maintenant, pour moi, c'est réservé à une petite frange d'e-commerçants qui ont cet ADN social, qui ont cette capacité finalement à générer du communautaire, parce que sinon, à l'inverse de ça, le SEO va être beaucoup plus facile à être mis en place. Alors, ouais, moi je suis pas tout à fait d'accord avec ça, parce qu'aujourd'hui on a une grosse problématique, c'est-à-dire que beaucoup d'e-commerce, ils prennent comme stratégie l'acquisition client. Donc on dit, en gros il faut faire du référencement pour attirer de nouveaux clients. On est d'accord. Mais il y a très peu d'e-commerçants qui réfléchissent, comment je fais pour fidéliser mes clients? Et ça, c'est une problématique parce qu'on le voit encore. On va développer beaucoup de leviers avec de l'argent, que ce soit AdWords ou le référencement pour acquérir des nouveaux clients. Mais on ne bichonne pas les clients qu'on a actuellement. Et le social permet ça. Alors peut-être que le social, il n'y aura pas une grosse acquisition d'utilisateurs. Mais si vous avez une base de clients qui commandent régulièrement chez vous, bah, c'est la sécurité pour développer votre e-commerce. Vous aurez des commandes qui vont arriver régulièrement, vous avez des offres d'achat, vous maintenez un lien avec eux, et du coup, vous avez le capital de confiance qui est essentiel. Et aujourd'hui, on le voit sur le e-commerce, les marges, elles sont difficiles à maintenir parce que la concurrence est telle. Donc il faut faire quoi? Il faut développer un branding, une image de marque, et se faire apprécier d'une communauté. Partager des valeurs avec cette communauté, partager des expériences autour des produits. Et du coup, cette interaction au niveau social, même si elle est très chronophage voilà, pour ces sites, aujourd'hui, elle n'est pas pratiquée par l'ensemble des business. Donc ça laisse des opportunités. Demain, créer un e-commerce purement sur le social, je pense que ça peut être une bonne manière de développer un business de manière pérenne. Ah, je suis d'accord, mais là on parle de fidélisation et plus d'acquisition. Tu trouves une porte de sortie sur le social, mais on parlait d'acquisition, donc restant sur l'acquisition, oui, je suis d'accord avec toi en fait. Alors, voilà, je réponds à ton attaque. Pour moi, le social, il permet aussi de l'acquisition. Pourquoi? Parce que tu as la fonctionnalité de la viralité, tout simplement. Donc c'est-à-dire que tu vas faire de la fidélisation, mais cette fidélisation, elle va devenir virale. Ah, tu vas fidéliser des mecs qui sont heureux d'acheter chez toi, qui sont aussi ultra satisfaits par rapport à tes produits, qui vont partager ton contenu par rapport à ça, et du coup, tu vas acquérir de nouveaux clients qui vont être dans le cercle d'amis, et tes clients actuels, ça va être des sortes d'ambassadeurs. Ouais, c'est le cas dans le SEO aussi. Plus tu as de ventes, plus tu as de clients, plus les gens vont parler de toi s'ils sont satisfaits du service. Donc, enfin voilà, on en revient même. Non. Merci beaucoup. En fait, selon le sondage, voilà, les gens pensent, ouais, il faut bien utiliser, il faut bien faire le SEO quand même. Ça ne m'étonne pas. Aussi, mais voilà. Notre question, c'est HTTPS en fait. Maintenant, donc Google elle marque les sites non sécures, donc les sites où tu dois mettre les mots de passe, les informations par ton carte de crédit. Donc c'est important de proposer des pages sécurisées, surtout pour e-commerce, parce qu'ils te payent en ligne. Et donc il faut bien penser tout ça. En fait, selon le sondage, c'est vrai que presque tout le monde pense qu'il faut bien faire des pages HTTPS. Mais le problème des utilisateurs, par exemple, quand ils font la migration, donc c'est une agence qui fait la migration sur HTTPS, mais après, ils naviguent sur le site et donc, en tout cas, ils peuvent voir les pages HTTP. Et bien, par exemple, quand ils regardent les photos en détail sur le site, donc ça c'est un problème. Et quand ils parlent à l'agence, donc ce problème est présent sur les pages, l'agence peut dire ok, on va corriger tout ça, mais après, et ça répète, donc et toujours ils peuvent voir des pages non sécurisées. Donc est-ce qu'il y a des solutions, des outils peut-être pour détecter les problèmes? Peut-être cet utilisateur peut conseiller d'utiliser quelque chose à l'agence. Voilà, le problème est toujours. Ouais, le problème des pages en HTTPS qui apparaissent toujours comme non sécurisées, généralement, ce sont des contenus qui ont été insérés sur ces pages-là qui sont eux-mêmes pas en HTTPS. Donc, en tout cas, le plus gros des problématiques que j'ai rencontrées avec les e-commerçants avec le passage et avec les agences qui ont géré ce passage-là, c'est qu'il reste effectivement un certain nombre de contenus qui ne sont pas intégrés en HTTPS, ça peut être des images ou autres, qui effectivement génèrent des erreurs là-dessus. En réalité, pour les détecter, c'est assez facile. Un crawler comme Screaming Frog va permettre d'aller chercher les contenus qui sont encore insérés en HTTP. Alors soit directement le logiciel le fait, soit en configurant un petit peu certaines variables. Et ensuite, reste à l'agence à venir
corriger ces problèmes HTTP. C'est vrai que c'est quand même un problème, le HTTPS. La transition HTTPS par les agents, c'est quand même un problème. Je conseille à tout le monde, évidemment, d'insérer dans la boucle un SEO là-dessus. Ne serait-ce que pour faire les redirections, ne serait-ce que pour regarder ces types d'erreurs. On a beaucoup d'erreurs sur les images, et notamment les redirections là-dessus. Donc ce que je peux dire, c'est voilà, faites appel à un spécialiste de ça, et pas qu'un spécialiste technique. Et ensuite, un crawler pour vérifier que tout est bien HTTPS, c'est le minimum possible. Et une agence qui met en place un crawl sur son site va détecter immédiatement les erreurs qu'il reste, et donc les corriger assez facilement, normalement sans trop de galère, à partir du moment où elle a la compétence et qu'elle sait qu'on peut crawler un site avec des outils. Ouais, je pense que aussi la priorité, il m'arrive encore de voir des sites e-commerce qui n'ont pas de HTTPS sur les pages de conversion, c'est-à-dire sur l'acte d'achat. Pour l'utilisateur, ça c'est vraiment un impératif. Je pense qu'après, de l'étendre de toute façon, c'est voilà, un autre processus qui prend beaucoup de temps avec les agences en termes de développement ou autre. J'en discutais encore avec Showroom Privé qui ont juste leur page de conversion en HTTPS. Ils n'ont pas encore étendu tout leur site par rapport à ça. Donc voilà, il y a encore pas mal de choses à faire. Je pense que sur son business, sur son e-commerce, il faut au moins être au clair avec le client et dire ouais, vos coordonnées de paiement vont être sécurisées. Vous n'avez aucun problème pour payer avec nous, quoi. Ok, merci beaucoup. Et l'action suivante, donc c'est AMP, donc Accelerated Mobile Pages. Ça c'est la version des pages mobiles qui charge très rapidement. Donc Google a dit que ok, AMP c'est déjà présent pour les sites d'actualité. Et la prochaine étape de mise à jour de Google, ça peut être l'implantation de AMP pour e-commerce. Est-ce que vous pensez que ça vraiment peut être très prochainement et il faut bien penser de mettre les pages sur AMP ou vous n'avez pas besoin vraiment d'utiliser AMP? Faut pas qu'on soit d'accord aussi. Vas-y, pars. Non, bien sûr, AMP... Aujourd'hui, on est tous dépendants de Google en tant qu'utilisateur ou en tant que site e-commerce. Dans tous les cas, on l'utilise, on est assez assisté par rapport à ça. Donc, l'utilisation, il faut être à l'écoute de Google. Ce qu'il veut mettre en place, il faut s'adapter, il faut avoir les bonnes technologies comme AMP pour être au moment des nouvelles opportunités. Et ça, je pense, qui est ultra important en étant e-commerçant, c'est de se dire ok, je vais être à l'écoute de tout ce qui se passe, des innovations, que ce soit technique pour mon site ou autre, parce que demain, ça peut me permettre de gagner plein de positions, ou ça me permet d'être premier sur mobile quand les gens vont vérifier en magasin ou autre. Donc Google va développer, de toute façon, c'est ce qu'ils font, ils prennent le virage mobile. On se rend compte que maintenant, on préfère acheter sur le portable, ça devient de plus en plus simple. On a des options paiement en un clic, il suffit juste de s'inscrire à toutes nos données qui sont là. Du coup, c'est beaucoup plus intuitif d'acheter via mobile. Donc, il y a tout intérêt à rendre tout ça au plus clair. En fait, je voudrais juste dire ici que selon les statistiques, les gens toujours achètent sur desktop. C'est juste quelques pourcentages d'achats sur mobile pour le moment. Et c'est ça qu'on voit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a eu le virage où voilà, les gens maintenant passent plus de temps sur le mobile que sur ordinateur, mais le taux de conversion est beaucoup plus supérieur sur ordinateur que sur mobile. Donc ça veut dire que concrètement, demain, beaucoup plus de personnes vont pouvoir acheter sur mobile. Et il faut fournir les technologies qui sont suffisamment rapides, suffisamment intuitives pour générer plus de ventes. Donc là, il y a un gros travail et un gros chiffre d'affaires aussi à développer pour le e-commerce. Ouais, il y a un gros travail. Est-ce qu'il faut suivre évidemment ce qui se passe? La réponse est oui. Est-ce qu'il faut se ruer sur AMP aujourd'hui? Pour moi, la réponse c'est clairement non. Aujourd'hui, même si AMP a un certain nombre de points positifs, ne serait-ce que par le fait que ça accélère le chargement des pages, la réalité c'est que toutes les fonctions aujourd'hui sur la partie e-commerce ne sont pas implémentées avec AMP. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire avec AMP. Donc ça c'est la première problématique. Et ensuite, on ne sait clairement pas aujourd'hui, en tout cas à ma connaissance, qu'est-ce que va devenir le format AMP. Est-ce que ça va être un standard qui va s'imposer ou pas? Est-ce qu'il faut se ruer et investir des billes sur AMP aujourd'hui en e-commerce? La réponse c'est très clairement non. Par contre, il faut avoir les écoutilles ouvertes, dans le sens où, un peu comme Google l'a fait avec les versions mobiles responsive, peut-être qu'il annoncera effectivement qu'il va y avoir une grosse mise à jour et qu'il va très clairement recommander AMP à partir d'une certaine date. Et donc effectivement il faut s'y préparer, il faut peut-être commencer à budgéter, il faut peut-être commencer à s'approcher de personnes qui sont capables de développer un site e-commerce à l'AMP. Maintenant, s'y ruer aujourd'hui au premier semestre 2017, la réponse c'est absolument non.
le prévoir sur son plan de charge éventuellement, peut-être à l'avenir, rester à l'écoute de ce qui se passe sur le web, de ce que raconte Google, des prochaines mises à jour, oui, mais pas plus. Ça dépend après si vous voulez prendre le virage et donc rafler tout le chiffre d'affaires de vos concurrents. Donc, Si MP permet de rafler tout le chiffre d'affaires des concurrents, demain je suis millionnaire. Non mais il faut, je pense qu'il faut percevoir, on le sait avec Google, il diffuse des indices, on l'avait vu avec Google Plus ou des choses comme ça qu'il a intégré dans le search ou autre. Il faut prendre ces indices-là, je pense que comme tu l'as dit, c'est de le considérer peut-être sur un développement d'un site. Ça ne coûte rien d'intégrer cette fonctionnalité en plus, de switcher tout son site par rapport à ça. Il faut considérer l'impact que ça peut avoir par rapport aux utilisateurs et aussi par rapport au reste de votre stratégie. Il y a beaucoup d'e-commerçants, au final, tous les canaux qu'on utilise, que ce soit les réseaux sociaux, le mailing ou autre, c'est des canaux qui sont responsives. Au final, tout le monde peut les consulter sur mobile. Du coup, il faut que le site soit correct déjà sur la version mobile parce qu'il va vous renvoyer du flux et si vous voulez convertir, il faut que ça soit possible. Et du coup, sur l'aspect référencement, je pense que, comme tu l'as dit, il faut rester ouvert et voir comment Google va réagir par rapport à l'intégration des résultats sur les recherches. Ok, et donc on va voir ce que le public pense. Non. Donc le public pense que en fait, c'est pas obligatoire pour le moment. Donc, voilà. C'était pas mon sondage. Merci beaucoup pour vos avis, vos partages, tout ça. Et en fait, voilà. En fait, on a une troisième partie. Donc, on va parler de netlinking, donc link building. C'est Stéphane et Paul. Donc, par exemple, ok, je vois mon site, donc, mais je pense qu'il n'a pas beaucoup de backlinks. Et donc, c'est toujours le problème de comprendre où les trouver en fait. Donc comment les trouver, comment communiquer pour avoir des backlinks. Donc voilà, qu'est-ce que vous pensez de achat de liens? Donc est-ce qu'il faut les acheter? Est-ce qu'il y a des services qui peuvent proposer quelque chose? Et il y a des avis que le PBN ça marche très bien, mais il y a pas mal de gens qui ont peur en fait de faire des PBN et bien sûr acheter des liens. Donc qu'est-ce que vous pensez? Donc là tu as posé plusieurs questions. C'est ça. Mais c'est toujours avec quelques petites questions. Bon, ça dépend toujours de la taille de ton business et de ton besoin. Hein. Si on prend l'exemple justement d'un photographe, il n'a peut-être pas besoin du même pâtissier, non? On peut participer. On parlait d'un pâtissier. Bon, super, voilà. Non, j'avais pas entendu le mot pâtissier. Non, mais voilà, un pâtissier, honnêtement, faut être tout à fait honnête. Un pâtissier, il n'a pas besoin de 150 000 backlinks. Déjà, il fait un site web. Un pâtissier, en général, il travaille localement déjà. Donc, idéalement, qu'est-ce qu'il va faire le pâtissier? Il va déjà faire son site web et surtout il va faire sa petite fiche Google My Business déjà, tu vois, sans même parler de backlink, hein, parce que voilà, on colle du backlink à toutes les sauces parce que c'est sujet, enfin ça fait partie de l'algo de Google et que c'est la racine du bordel. Mais un pâtissier, moi je commencerais, si on doit parler de backlink, par lui faire des petits backlinks locaux. Hein, tu as souvent des annuaires de mairie qui permettent de lister tous les commerces et qui permettent d'avoir un petit backlink, donc tu commences par ce type de backlink. Ok, tu vois. Un pâtissier Marseille, peut-être qu'il y a de la concurrence. Alors, peut-être que je pourrais aller pour faire la jonction avec les PBN. Donc, tout le monde sait ce que c'est qu'un PBN, parce que là, on emploie le mot. Voilà, c'est des réseaux privés. Hein. D'accord, Alan? Un PBN, c'est un réseau privé. Hein. En anglais, on appelle ça un Private Blog Network. C'est pour se la péter. Voilà. Donc, c'est ça, c'est le grand sujet à la mode, parce que c'est un sujet. Le principe de base, c'est juste, j'achète des domaines expirés liés à mathématiques, je remonte des contenus dessus et je fais des liens vers mon site, grosso merdo. Cette technique qui marche très bien. Et des domaines expirés dans la pâtisserie, il n'y a pas de pâtisserie qui ferme tous les jours. Et donc il y a plein de domaines disponibles là-dedans. Effectivement, mon petit pâtissier à Marseille qui veut se démarquer des autres, peut-être que j'achèterai quelques domaines expirés et que je lui ferai des backlinks à partir de là. Mais Paul, t'as dit par rapport des annuaires, mais en fait, il y a pas mal de gens qui pensent que c'est très dangereux. Alors, il y a une confusion là, parce que moi j'ai parlé d'annuaire d'entreprise, j'ai pas parlé d'annuaire SO. Ok. Hein, j'ai pas dit t'inscrire dans WebRank Info ou autre. Pour l'instant, je t'ai juste dit, quand tu es une société, tu as le droit d'être inscrit. Non, c'est pas négatif vis-à-vis de WebRank Info, attention. Hein. C'est juste pour donner un exemple que les gens connaissent. Mais... Et j'avais rempli automatiquement les formulaires de contact des sites pour proposer... pour dire que ce qu'ils faisaient c'était super et que en fait j'avais même rédigé une description de leur pâtisserie où j'avais créé une page
avec une petite description qui proposait les avantages de la pâtisserie, des exemples, etc. Bon, pâtisserie c'est un peu, c'est pas la même chose, là c'était pour un concours alphabet. Et du coup j'avais reçu beaucoup de demandes. L'avantage de cette technique, c'est contrairement au fait d'envoyer un mail où ça va directement en spam, là on remplit automatiquement les formulaires de contact des sites. Donc ça arrive, en fait c'est le site de la personne qui reçoit le mail. Et donc on passe tous anti-spam, etc. Et j'ai reçu énormément de réponses qualitatives. En plus, dans la thématique des pâtissiers, l'avantage c'est qu'il y a des personnes, enfin les pâtissiers, les SEO, le web, ils reçoivent ça. Enfin moi quand j'avais envoyé des trucs dans le domaine de l'éducatif, ils me disaient mais comment vous allez trouver quoi. C'était la première fois qu'ils recevaient un mail. J'ai même un mail que j'ai gardé où la personne ne savait pas comment ajouter mon lien, mais m'a donné son login et son mot de passe pour me connecter pour que je puisse faire la modification pour ajouter le lien. Donc tout ça pour dire que plutôt que d'utiliser des liens, d'essayer d'obtenir que les liens que les concurrents possèdent, je vais essayer d'obtenir des liens qui sont rares à obtenir et que personne n'a. Voilà. Et sur des thématiques par exemple ultra concurrentielles, on avait vu au SEO Level, sur le Pinel, le site était 3e, et on voyait la liste du top 1 avec le nombre de liens en commun. Et puis il y avait un site en top 3 qui avait 0 lien en commun. Pourtant il n'avait pas tout à fait la même puissance. Donc je pense que ça joue. Plus on a de liens en commun, je pense que ce qui est rare est cher. Voilà. Et plus de qualité. Voilà. Et après on peut faire, on peut aussi passer par de l'achat de liens sur des plateformes comme Rocketling, Soumettre, enfin il y en a quelques-unes qui sont sorties actuellement, mettre un petit budget, il n'y a pas de problème. Et avec ça, il est premier. Okay. Voilà. Il obtient des liens rares et il est juste à attendre sa boîte mail qui arrive, etc. Après, on peut faire quelque chose de plus qualitatif, c'est-à-dire rajouter du contenu sur son site. Parce que avoir des liens, maintenant ça fait pas tout. Maintenant il y a Roundbrain et l'expérience utilisateur sur un site web, ça joue beaucoup. Donc le fait qu'un site a des trafics, même si c'est sur des pages internes, ça influe sur les positions qui sont peut-être moins concurrentielles, mais sur lesquelles, enfin qui sont plus concurrentielles et sur lesquelles on a du mal à se positionner. Donc ce que je ferais, par exemple, je me connecterais à SEMrush et je regarderais par exemple le plus gros site qui parle de pâtissier, de pâtisserie, de recettes de cuisine, etc. Et puis même si on veut être plus malin, c'est-à-dire dépasser le concurrent, en fait l'idée c'est d'obtenir des mots-clés qui génèrent beaucoup de trafic et sans concurrence. Et SEMrush a un truc qui est pas mal, c'est vous trouvez donc le site, je sais pas moi, la fourchette, enfin je sais pas, qui fait beaucoup de trafic sur des recettes de cuisine. En plus c'est des mots-clés parfois qui sont beaucoup recherchés mais que personne ne veut travailler là-dessus parce que ça rapporte pas d'argent. Et ce qu'on veut c'est obtenir du trafic pour positionner les pages. Et ben, sur SEMrush, il y a un moteur de recherche, on tape, donc on met le site web, on a la liste des mots-clés sur lesquels le site s'est positionné, et on a la possibilité de, enfin moi ce que j'applique c'est un filtre, 4 filtres. Je dis, donne-moi toutes les positions du site pour lequel le site rank en top 3 sur la requête, donne-moi toutes les positions du site pour lequel, par exemple, bon ça dépend de la concurrence, mais où il y a moins de 100 000 résultats sur Google, donne-moi les positions du site pour lequel, par exemple, si c'est un site multicatégorie, généralement, la catégorie recette, elle apparaît dans l'URL, dont l'URL contient le mot-clé recette. Et là, on obtient notre liste toute filtrée et on peut faire un export facile parce qu'on est limité à 10 000 recherches sur SEMrush. Et forcément, si c'est un gros site, tout le monde va baser les requêtes qui sont plus concurrentielles, etc. Mais voilà, j'ai des sites qui génèrent 20, 30 000 recherches par mois uniquement avec cette technique, c'est-à-dire des mots-clés qui ne sont pas concurrentiels. Mais derrière, je pousse, ça fonctionne pas mal. L'expérience utilisateur, ça marche pas mal, et puis voilà. Merci beaucoup. En fait, les utilisateurs, les clients, ils ont dit que non, ils n'achètent pas du tout de liens, donc ils ont peur. Voilà. Et donc là, c'est sécure. Parce que justement, non, c'est pas des liens achetés, c'est des liens qu'on a obtenus naturellement. Ok. Une autre question, en fait, on a déjà parlé de qualité de backlink, donc voilà, c'est partout, donc il faut bien penser de qualité de backlink. Il y a des articles, il y a toujours des avis comme ça, mais en fait, il y a d'autres avis de certains experts qui pensent que avoir beaucoup de backlinks, c'est bien aussi. Donc, c'est pas toujours la qualité la première chose qu'il faut bien penser, mais quantité aussi, c'est bien, parce qu'il y a pas mal de sites qui ont beaucoup de backlinks et ils rankent mieux que site avec, je sais pas, dizaines de backlinks. Je préfère la qualité à la quantité. Ok. Pareil. Ok. Non, mais... Ça, c'est de la base. Non, mais la quantité, elle était peut-être valable dans le passé quand tu voulais bourriner, quand tu pouvais bourriner avant 2012, avant qu'il y ait les mises à jour Pingouin. Effectivement, t'envoyais comme un porc et quel que soit le type de backlink, qu'il soit de qualité ou pas, ça rankait. Aujourd'hui, il vaut mieux mettre peut-être moins d'efforts à plus se concentrer sur la qualité parce qu'avec 15 backlinks, tu obtiens le même résultat qu'avec 1000 backlinks. Tu vois. Donc, voilà. La
quantité pour la quantité, mais c'est valable partout, hein. C'est pas que le backlink, hein. C'est valable dans la vie. Hein. La quantité pour la quantité, ça n'apporte rien. Qualité. Ok. Et en fait, voilà, les utilisateurs ont dit que ouais, qualité, c'est la moitié de bien ça. Et en fait, les autres ont dit je suis obligé de choisir, donc ils pensent toujours avoir des backlinks, beaucoup de backlinks, mais des backlinks de qualité, bien sûr. Après, on pourrait définir ce que c'est qu'un backlink de qualité, quoi. Ça, c'est une bonne question. C'est un backlink sur un site qui a du trafic. SEMrush ou SEMrush, c'est bien. Ce qu'on dit, c'est obtenir le backlink aussi du premier sur la requête visée, quoi. Tu vises un rachat de crédit, tu as un backlink des 9 autres, tu risques de mieux te positionner que si tu as un backlink effectivement qui génère du trafic, pour entrer en conflit, et qui n'est pas dans la thématique. Ok. Et l'action suivante, c'est les liens toxiques. Ouais. Donc en fait, quand par exemple, un client, il navigue sur le site, donc il peut-être peut voir le rapport, je sais pas, sur SEMrush ou Majestic, et donc on peut voir des backlinks avec les chiffres, avec les caractères spéciaux, donc des trucs comme ça. Et peut-être parfois il y a des sites de porno, de trucs n'importe quoi. En fait, et ça c'est ok, donc il peut comprendre que ça c'est des mauvais backlinks, mais en fait, comment en fait détecter des liens toxiques? C'est pas toujours évident. Donc les utilisateurs ils doivent vraiment faire tout à la main, donc voir tous les backlinks pour vraiment évaluer la qualité de ce site. Est-ce qu'il y a des outils pour ça, donc détecter les problèmes comme ça? Et comment faire ça à la façon automatisée en fait? Parce que ça, vraiment, c'est dur. Déjà, quand il y a un site là qui se positionne par exemple deuxième sur la requête serrurier Paris. Si vous regardez ses backlinks, il a des backlinks dégueulasses avec du porn, de la bite, enfin tous les mots-clés les plus dégueulasses. Donc c'est ce qu'on appelle une attaque de négative SEO, entre guillemets. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que j'ai dit en préambule, le gars est deuxième sur la requête serrurier Paris. D'accord? Et il s'est pris une attaque de ce qu'on appelle de négative SEO avec un blast, avec plein de backlinks dégueulasses pour nous. Et tout ce que ça a fait finalement, c'est que ça a dilué ses encres et que ça n'a eu aucun impact. D'accord? Donc quand vous, à part psychologiquement, quand vous prenez des backlinks comme ça en mode agressif, voilà, le mec il a pissé dans un violon. Si vous voulez vraiment le mettre, vous aurez fait une stratégie de SEO mais en mode accéléré. Tu vois, les e-référeurs, dont on parlait tout à l'heure, c'est une très bonne stratégie pour défoncer un concurrent. Vous voyez, lui acheter comme un référenceur frais à l'ancienne, c'est-à-dire faire des encres un petit peu opti, sur des targets que tout le monde utilise, et c'est bien plus efficace pour le démonter que d'essayer de lui mettre des encres porn, casino, qui va juste lui faire peur psychologiquement, mais pas du tout dans les serpes. C'est moche pour leur faire de la pub, c'est pas parce que je m'en tape. Par contre, ils ont sorti un outil en version bêta encore ou pas, qui permet justement de trier les mauvais backlinks. Et ça c'est génial, non pas parce qu'ils sont là, parce qu'ils ont l'intelligence de faire des choses très fines, c'est-à-dire qu'ils vont te trier les encres par des encres marques, les encres, les monnaies, les encres qui rapportent de l'oseille. Hein. Une encre qui rapporte de l'oseille, c'est assurance auto, une encre marque, c'est, bon je vais pas tous les citer, les furettes ou bordel là, et puis des encres mixtes. Et déjà ça te fait un filtre. Et il te permet de faire plein de filtres. Donc tu rentres tes backlinks. Ce que j'aime aussi dans cet outil-là, pour pas leur faire de la pub, c'est que tu peux importer tes backlinks. Tu n'es pas obligé de te connecter à ton compte si tu n'as pas confiance en SEMrush, parce que c'est des Russes et tu flippes un peu. Tu peux extraire directement tes backlinks de Google Search Console et les importer dans le tool. D'accord? Donc tu peux concaténer comme ça des exports de href, de Majestic, être exhaustif, importer ça dans leur tool, ils font leur petite popote, et ils te font déjà le filtre sur les encres, ce qui te fait gagner du temps. Ils te font aussi le filtre sur le nofollow versus nofollow. Donc il y a plein de critères comme ça, et parce que quand tu dois faire une campagne de nettoyage, tu vas avoir 1000 domaines référents, mais 1000 domaines référents, ça veut dire peut-être 100 000 backlinks. Donc il faut que tu gagnes du temps et que tu tries tout ça, quand tu veux faire le travail bien et aller jusqu'au boutisme. Hein, c'est pas le tout de présenter au client, de lui sortir 15 domaines et lui dire vas-y désavoue ça. Non, là tu peux pas faire n'importe quoi, là tu prends des risques, tu peux faire tomber le mec, c'est important. Là, je parle de ça, on l'a encore fait la semaine dernière pour 4 gros sites de gens qui sont dans la mode. Tu peux pas, on a fait 2 passes et on s'est servi effectivement de SEMrush qui m'a fait gagner du temps. On a commencé à développer des tools, on avait d'autres tools, machin, mais pas aussi complet à ce niveau-là. C'est-à-dire au niveau du filtre sur les encres, au niveau du filtre sur le nofollow versus nofollow, au niveau du filtre déjà que vous proposez, vous avez déjà un truc, est-ce que c'est toxique ou pas? Bon. Ce qui vous manque et ce qui manque à tous les outils aujourd'hui, et ce qui est très coûteux et ce qui serait bien que vous mettiez en place, c'est est-ce que
ce lien-là, finalement, est-ce qu'il est indexé par Google déjà? Tu vois, il n'y a aucun outil qui te propose ça. Quand tu sors des extracts de Majestic, il y a plein de liens qui ne sont même pas indexés par Google, que Google n'a même pas vu. Et toi, tu es en train de te prendre la tête, est-ce que je veux le désavouer ou pas? Non. Faites-nous un filtre, passez déjà tous les backlinks dans Google, est-ce qu'ils sont indexés? Et à partir de là, ça diminue la liste, et on affine comme ça, et on peut, voilà, on peut nettoyer facilement. Bon, on peut le faire à la main aussi, mais ça prend plus de temps, un tableau Excel, machin, checker avec des outils, des crawlers, est-ce que le lien est en nofollow, est-ce que l'encre elle est super optimisée? Vous savez, Google, il en a rien à foutre des encres pas optimisées des liens. Hein, si vous visez une requête long train, type justement par pâtissier tout à l'heure, c'est le type de requête, pâtissier, le bled à côté d'Aix-en-Provence, il en a rien à foutre de cette requête-là. Elle ne rapporte pas d'oseille. Ce qui l'intéresse, c'est les requêtes qui rapportent de l'oseille. Hein, assurance auto, ça rapporte de l'oseille. C'est concurrentiel. Donc là, c'est de l'encre optimisée sur laquelle il y aura plus d'impact si tu abuses. Ouais. Moi, j'ai pas trop d'expérience dans les liens toxiques. Généralement, quand je me fais attaquer, je laisse tel quel et il se passe rien. Après, pourquoi? Parce qu'il y a les backlinks justement qui ont un peu plus de power, etc. Donc c'est ce qui se passait sur des concours, etc. Après, voilà, à partir du moment où c'est un lien que j'ai pas fait. Enfin, les liens toxiques, de toute façon, sont faits grâce à des outils d'automatisation. Ils sont facilement détectables parce qu'ils sont... enfin, sur les pages où se trouvent les liens, il y a plein de conneries, etc. Donc, on les avoue sur... au pire, on les avoue, mais moi, je perds pas de taux de temps là-dessus. Si au pire, ça me paraît jamais arrivé, hein, mais si au pire le site tombe à cause de ça, je pense que je ne perdrai même pas de temps. Pour un pâtissier, en tout cas, je remonterai un site et voilà, je referai le site. Ok. Parce que là, on part du principe qu'on est toujours sur le site de pâtissier dans sa vie. Il ne veut pas encore se développer. Ah, on est là? Ouais. Ah non, mais je ne suis pas du tout là. Mais non, tu peux prendre un autre exemple de notre site. Voilà. Après, c'est vrai que j'ai tendance à partir sur une stratégie avec plusieurs noms de domaines. Voilà. Alors, ouais, j'ai oublié de dire un truc quand même qui est important. On ne va pas désavouer tous les liens comme ça, etc. Si le client, pourquoi il veut désavouer le client? Parce que c'est lui qui te demande. Enfin, moi, désavouer, je ne suis pas du tout fan. Il est 3e sur chemise homme. Ok. Par contre, il est 30e sur robe femme. Bah, toutes les encres optimisées de chemise homme, je ne vais pas les désavouer, enfin, même si les targets sont de mauvaise qualité, je ne vais pas toucher à ça. Il est le mec, il est premier ou deuxième sur cette requête-là, tu touches à rien. Déjà, tu définis, tu sépares tes requêtes. Quelles sont les requêtes où il n'est pas bien, où il a été bien dans le passé, où il s'est fait éclater ou pas? Si c'est pas fait éclater, tu touches pas. Même si c'est des encres. Alors, et un fichier désaveu, ça se manipule avec précaution. Tu vas vraiment step by step. Tu envoies le moins possible au départ. Voilà. Mais faire attention à ça au départ. Okay. Où est-ce que j'ai été impacté? Et à partir de là, prendre ma décision. Ok, merci beaucoup. Merci, c'est toutes les questions. En fait, et le public, il a dit que 65% est suivi des liens toxiques. Donc, c'est vraiment des outils qu'ils utilisent. Voilà. D'accord, donc il reste dans sa vie. Il ne Merci va pas se beaucoup. développer dans d'autres villes. Merci. Merci beaucoup. Merci. On a un petit quiz. Et vous pouvez gagner ça. Ça a été filmé, ça? Vous pouvez gagner ça. C'est un quiz très facile. Donc voilà, par exemple, il y a 3 exemples, Facebook, Twitter, les vieux de Marseille. Est-ce que vous pensez qu'il y a un site qui utilise, qui ont le blog en fait? Voilà. En fait, il y a un site e-commerce qui n'utilise pas HTTPS. Voilà. Ouais, c'est ça. Et la 3e question, en fait, quel site a le plus de liens toxiques, à votre avis? C'est Mercedes. Merci beaucoup pour votre participation et pour votre attention. Merci beaucoup. Si vous avez déjà réservé tous les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, ainsi de suite, et avoir la bonne URL à l'intérieur, ça va déjà prendre de la place sur le moteur de recherche. Et donc si vous avez des avis négatifs, etc., tout dépendra le domaine d'activité, c'est intéressant de les avoir. Ensuite, vous pourrez toujours les travailler plus tard, mais dans un premier temps, déjà, réservez-les. Tu les travailles pas, c'est juste... tu les gardes, juste, tu les verrouilles, quoi, c'est ça. Tu les verrouilles et ensuite tu peux les utiliser à partir du moment où tu as du temps. Après, tout dépend des objectifs. C'est le problème, quoi. C'est le temps. Tout à fait, Stéphane. De vouloir essayer de me contredire. Excusez.